Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux de Bismart et sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous demanderons ensemble si les marchés cotés peuvent permettre d'investir de manière responsable. Une question que nous nous poserons avec François-Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à cette épargne qui continue de s'accumuler sur les livrets A des Français. Le livret A qui ne dément pas son succès. Nous en parlerons et nous décrypterons ce phénomène avec Marie-Laure Baru-Etherington, directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales au sein de la Banque de France. Enfin, dans l'œil du CGP, la troisième partie de Smart Patrimoine, nous nous demanderons quelle est l'allocation d'actifs que l'on peut mettre en place pour la rentrée. Nous en parlerons avec Géraldine Métifeux, associée gérante, conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si les marchés cotés, l'investissement sur les marchés cotés peuvent permettre de mettre en place une stratégie d'investissement responsable. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas Pagnès. Vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Alors c'est vrai qu'on parle souvent dans cette émission d'ETF responsable, de stratégie responsable. On regarde effectivement les rapports annuels des entreprises pour comprendre quelle est leur stratégie en matière de développement durable ou autre. Il y a des labels qui existent, mais la question qu'on peut se poser, la question centrale, c'est investir sur des marchés cotés peut-il réellement permettre avec certitude d'avoir une stratégie d'investissement responsable? Alors, c'est comme tout dépend ce qu'on met derrière le terme responsable, puisqu'en fait chacun a ses critères de valeur et il y a des personnes qui disent le nucléaire c'est vert, d'autres qui vont dire le nucléaire c'est pas vert. Donc tout dépend le terme de responsable où on fait passer la frontière finalement. Donc ça c'est quand même un des premiers critères. Et ensuite, il faut bien voir que lorsqu'on investit en bourse, généralement, on investit sur un marché qui est un marché secondaire, c'est-à-dire qu'on va racheter à quelqu'un des actions, donc on a finalement un impact assez limité. Donc il faut bien voir que quand on a un portefeuille boursier coté, on va avoir un impact relativement limité, mais on peut ne pas investir sur des choses qui vont être contraires à ces valeurs. Donc il faut bien voir que l'impact est finalement relativement limité, mais on va capitaliser sur des choses qui vont être conformes à ces valeurs et à ce qu'on met derrière le terme de responsable. On peut ne pas investir sur des entreprises qui sont contraires à ces valeurs, mais on peut aussi devenir actionnaire d'une entreprise. Et là, on a quand même la possibilité d'avoir un droit de vote aux assemblées générales, François-Xavier Seur. Le droit de l'actionnaire, c'est deux droits principaux. C'est le droit à percevoir des dividendes et c'est celui de voter aux assemblées générales. Sauf que lorsqu'on est dans une entreprise qui n'est pas une entreprise vertueuse ou qu'on aimerait accompagner dans une transition vers quelque chose de plus vertueux, et qu'on est très minoritaire aux assemblées générales, que d'année en année on se fait les propositions responsables que l'on va porter ne vont pas aboutir finalement, il y a ce risque de rester minoritaire et de ne pas faire évoluer la société. Si jamais on est actionnaire minoritaire et qu'on va représenter avec les autres actionnaires qui ont une envie de vertueux au niveau de leur investissement 5, 7, 8%, ça va rester quelque chose de minoritaire. Néanmoins, on peut quand même avoir une voix. Donc il faut voir si cette voix va porter ou non. Et ce, malgré le fait que l'on voit de plus en plus, François-Xavier Seur, de fonds d'investissement qui, justement, portent des voix un peu différentes au conseil d'administration de très grandes entreprises françaises, apportant un challenge, justement, sur les objectifs de développement durable des entreprises.
Bien sûr, ça reste pour l'instant extrêmement minoritaire. Qu'on le veuille ou non, ça reste extrêmement minoritaire et c'est dur de faire bouger les grandes entreprises. Mais ces fonds desquels vous parlez et un certain nombre d'activistes et de happenings qui peuvent avoir lieu lors des assemblées générales ont par contre un vrai impact médiatique et ont un vrai impact sur l'image des sociétés. Et finalement, il peut y avoir des actionnaires extrêmement minoritaires qui, par leur impact médiatique, plus que capitalistique, vont faire évoluer la société. Et c'est finalement ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir combiner les deux, d'avoir certes cet actionnariat où on va avoir un impact relativement limité puisqu'on est minoritaire généralement. C'est rare d'être majoritaire quand on est activiste ou pro-climat dans une grande société, mais où si on arrive à intéresser les médias, si on arrive à amener un certain élan médiatique, il peut y avoir un réel impact. Et on le voit dans les grandes sociétés, notamment liées aux énergies fossiles, où on peut avoir des évolutions sur du long terme. On a vu ça également à un certain nombre d'assemblées générales de banques, où il y a eu un véritable impact. Alors ça, c'est le cas effectivement où on est quand même investi dans des entreprises qui ne correspondent pas forcément aux valeurs qu'on a envie de mettre dans sa stratégie de gestion d'épargne. Mais il existe aussi quand même, François-Xavier Sœur, sur les marchés financiers, des moyens de flécher son épargne vers des activités économiques en lien avec ces valeurs. Bien évidemment, il y a tous les labels qui existent, qui de toute façon vont correspondre ou non aux objectifs, qui sont un indicateur pour les investisseurs particuliers, parce que pour les professionnels comme moi, généralement, on va quand même retrier un certain nombre de valeurs et de fonds pour que ça corresponde véritablement aux attentes du client. Il y a la possibilité d'investir et de faire de belles allocations conformes à ces exigences. Après, si on veut avoir un impact réel, si on veut être dans l'économie réelle, finalement, le CAC 40, le SBF 120, c'est relativement faible par rapport à ce que représente réellement l'économie française. Et on aura probablement plus d'impact en allant investir dans des sociétés non cotées, en allant investir dans des projets en direct, via un principe de business angel, véritablement dans le fait d'investir dans des augmentations de capital. C'est là qu'on permet à des sociétés de se développer plus que lorsqu'on est sur des projets cotés et des sociétés cotées. Si on reste sur le côté, donc à l'heure actuelle, comment choisir, comment mettre en place une stratégie? Je pose la question au CGP que vous êtes. Est-ce qu'on fait appel à des fonds qui montrent patte blanche sur ces sujets, donc en lien avec les labels, mais peut-être d'autres choses? Ou est-ce qu'on va soi-même sélectionner des valeurs au risque peut-être de se poser la question du risque, donc de la valeur sur laquelle j'investis, ou de la performance de celle-ci? Quelle est la bonne stratégie, ou en tout cas, quelles sont les bonnes questions à se poser, François-Xavier Sœur? La première bonne question, c'est de se demander déjà quel est le risque qu'on est prêt à prendre, puisqu'on ne va pas aller chercher les mêmes choses, on va aller chercher de l'action, on va aller chercher de l'obligation, on peut aller chercher des choses relativement différentes au niveau des marchés, et on va se demander la question de ces valeurs. Est-ce que mes valeurs sont plutôt portées vers l'environnemental? Est-ce qu'elles sont plutôt portées vers le social? Est-ce qu'elles sont plutôt portées vers l'égalité homme-femme? Il peut y avoir des sujets extrêmement différents au niveau des marchés. Et ensuite, on va aller chercher les sociétés de gestion et les fonds qui vont correspondre, ou parfois même les mandats de gestion. Dans mon cabinet, on travaille énormément les mandats de gestion où on va acheter les titres vifs plutôt que des fonds. Ça permet d'économiser pas mal de frais, pour tout vous dire, pour les clients. Et puis ça permet surtout d'être véritablement investi dans les sociétés et de savoir dans quelle société on investit. C'est quand même beaucoup plus expliqué, enfin c'est beaucoup plus pédagogique pour les clients que d'aller investir dans des fonds. Quand on choisit des fonds, généralement, j'ai tendance à m'attacher à la société de gestion, à savoir si les actionnaires de cette société de gestion ont un véritable ADN responsable ou si on est sur une jolie peinture verte qui a été mise à l'entrée juste pour attirer des fonds au sein justement de ces sociétés de gestion. Une dernière question très rapide, François-Xavier Sœur. Faut-il accepter de faire moins de performances en fonction des valeurs que l'on veut mettre dans sa stratégie d'épargne? Très longtemps, j'ai dit que ce n'était pas une excuse à la sous-performance de faire des critères ESG. Sur les 2 dernières années, c'est une vraie excuse parce que ce qui a fonctionné, c'est avant tout les énergies fossiles et pas mal le bancaire également. Donc sur les 2 dernières années, ça a été une excuse de s'asseoir sur une partie de sa performance. Sur du long terme, ça ne doit pas l'être, sauf si on a un niveau extrêmement élevé en matière de responsable. Merci beaucoup François-Xavier Sœur de nous avoir accompagnés dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons évoquer le succès du livret A, un succès qui ne se dément pas avec les mois, avec les années. À fin juillet 2023, l'encours du livret A, alors pour particuliers et associations, dépasse les 400 milliards d'euros. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce qui explique le succès du livret A avec Marie-Laure Baru-Etherington. Bonjour Marie-Laure Baru-Etherington. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales au sein de la Banque de France. Alors effectivement, on constate que dans un contexte inflationniste, les Françaises et les Français continuent à épargner et que leur épargne est majoritairement dirigée vers des livrets réglementés comme le livret A. Comment est-ce qu'on l'explique? Et déjà, est-ce que ça vous étonne de voir que ces livrets réglementés sont toujours plébiscités aujourd'hui? Alors vous avez raison de le souligner, l'épargne réglementée est en train de battre des records d'encours. Elle bénéficie de la conjonction de deux choses. D'une part, le fait que le taux d'épargne financière des Français est à un niveau élevé. D'accord. Il est supérieur à sa moyenne de long terme, il est aux alentours de 18% aujourd'hui. Il est même monté à 21% en 2020, ça c'était le fait de la crise sanitaire. Bien sûr. Sa moyenne de long terme, c'est plutôt un peu en dessous de 15%. Et puis, la remontée des taux depuis juillet dernier fait qu'on a assisté à une réallocation, un transfert des dépôts à vue. Donc, cette épargne qui s'était constituée pendant la crise Covid notamment, bien sûr, oui, à des taux d'intérêt extrêmement bas. Je crois que les épargnants avaient vu que ça n'avait pas tellement d'intérêt de commencer avec un livret A qui rapportait à l'époque pas grand-chose. Quand les taux se sont mis à remonter, on rappelle que le livret A est passé en 12 mois de 0,5 à 3%. Bien sûr. Oui. Là, les gens se sont dit, on va arrêter de laisser l'argent dormir à vue. Enfin, en tous les cas, qui ne nous rapporte rien. Même les comptes à vue, l'argent ne dort pas. Bien sûr. Pour les banques. Et voilà. Et on assiste donc à un très gros transfert avec une collecte nette record, quasiment record. L'année dernière, si on prend le livret A et le LDDS, c'était 45 milliards de collecte nette. Et si on regarde les 7 premiers mois de l'année, on est déjà au-dessus de ça. On est à 47 milliards pour ces deux placements. Alors, donc, on voit un taux d'épargne qui reste très important. Bien sûr. Et donc toujours majoritairement dirigé vers des livrets réglementés? Majoritairement, non. C'est pas le cas. L'épargne réglementée, si on regarde sur l'ensemble de l'épargne financière, c'est 6 000 milliards. On va pas, je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres. Bien sûr. Oui. Donc 6 000 milliards, l'épargne réglementée, c'est à peu près 900 milliards, en incluant tout, y compris donc le LEP dont on parlera peut-être, mais aussi le compte épargne logement, le PEL, etc. Donc ça fait 15%. Et si on compare, l'assurance vie, c'est 34%. Donc, voilà, par grande classe de placement, l'assurance vie reste majoritaire. Mais la différence entre les deux, c'est que vous avez 55 millions de Français qui ont un livret A, alors que l'assurance vie, ça touche beaucoup moins de monde, ça touche des patrimoines un peu plus élevés. Et donc, oui, le livret A, c'est presque culturel. Donc ça veut dire effectivement qu'en termes de volume investi, le livret A est peut-être moins gros que l'assurance vie, mais en termes de nombre de livrets A ouverts, ça reste le premier réflexe aujourd'hui ou presque? Absolument, absolument. Il faut voir aussi que c'est des caractéristiques uniques. D'abord, c'est un très long ancrage dans l'histoire. Le livret A, il a été créé en 1818. D'accord. C'est un produit qui a 205 ans. Alors, les caractéristiques, je pense que tout le monde les connaît, mais c'est quand même utile de le rappeler. C'est un capital garanti par l'État. Il n'y a pas de fiscalité, pas de prélèvements sociaux. Donc votre rendement, c'est un rendement brut qui est aussi votre rendement net. Et puis, il y a une visibilité justement sur ce rendement. Ça n'a pas d'équivalent ailleurs. Il y a surtout un sujet liquidité pour un certain nombre d'épargnants. C'est liquide. C'est tout à fait. C'est complètement liquide. Et puis, c'est quand même le seul placement qui peut être détenu par un bébé. Alors, il y a des questions quand même sur le livret A, le taux qui n'a pas été réaugmenté, ce taux qui reste en dessous de l'inflation aujourd'hui. Avant de rentrer sur ces questions-là, un mot quand même, quand on place son argent sur un livret A, on génère un rendement. Ce rendement est forcément généré par des investissements réalisés avec l'épargne placée sur le livret A. Qu'est-ce qu'on finance quand on met son argent sur un livret A? Alors, le rendement, c'est plutôt l'inverse. La relation est plutôt inverse. C'est-à-dire que on vous verse un rendement qui est, comme vous le savez, fixé semestriellement. Là, on a même annoncé, on pourra peut-être y revenir, donner plus de visibilité encore. Donc ça, c'est la base de départ. Et ce taux-là va servir de référence pour accorder des prêts
Il y a deux types de prêts qui sont accordés. Les ressources collectées par le livret A, elles sont réparties à peu près 60-40. 60% sont versés et sont ensuite utilisés par la Caisse des dépôts pour faire des crédits pour des logements sociaux, politiques de la ville. Et puis, à peu près 40% sont conservés dans les banques, mais elles ont une obligation d'utilisation de ces fonds selon un certain nombre de critères, et notamment, elles doivent les utiliser pour financer des PME, pour financer la transition climatique ou l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est pas forcément très connu. Bien sûr, oui. Et quand on voit, il y a quand même beaucoup à chaque fois qu'on pose la question aux épargnants, ils cherchent de plus en plus des placements qui ont du sens, à donner du sens à leur épargne, à leur placement. On pense l'investissement socialement responsable. C'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain. Quand on a des économies sur le livret A, finalement, une grande partie, c'est de l'investissement responsable qui est fait derrière. Pour bien comprendre le mécanisme du livret A, c'est-à-dire que quand on augmente le taux du livret A à 3%, ça veut dire que les crédits pour les logements sociaux vont eux-mêmes voir leur taux s'élever également. Absolument, puisque c'est la Caisse des dépôts, c'est que le coût de sa ressource lui coûte 3%, et donc elle va prêter au minimum à 3%, en général un peu plus, parce qu'il y a la gestion du risque, il y a les dossiers. Donc c'est vrai que la fixation du taux, et on a pu lire et c'est vrai, qu'avec un taux à 3% en août, c'était plus bas que ce que donnait le résultat mathématique de la formule. Oui, parce qu'il y a une formule mathématique qui permet de déterminer le taux, et ensuite une décision politique qui intervient également. Et la décision, alors, elle est politique dans la mesure où c'est effectivement le ministre des Finances, sur recommandation du gouverneur, qui va prendre la décision. C'est surtout le résultat d'un équilibre économique, et il faut voir les deux faces de cette épargne réglementée, qui est aujourd'hui un système qui est très vertueux, qui est unique en Europe par son ampleur, son encours, et que si d'un côté ça a des tas d'avantages et de bénéfices pour l'épargnant, et on le répète, liquidité, rendement garanti, capital garanti, il faut préserver aussi les intérêts des investisseurs et des emprunteurs derrière qui vont pouvoir, grâce à ces ressources, aller investir dans des projets qui sont absolument vitaux pour notre économie. Parce que c'est vrai qu'on a pu lire que du côté de l'épargnant, 3% était en dessous de l'inflation, et la formule mathématique aurait permis de se rapprocher un petit peu plus du taux d'inflation, donc de perdre un petit peu moins, de voir l'inflation grignoter un peu moins son épargne. Donc c'est pas la seule manière d'aborder le sujet, c'est ce qu'il faut comprendre. Tout à fait, c'est pas la seule manière, on est d'accord. Alors juste aussi pour replacer les choses dans leur contexte, l'encours moyen du livret A, c'est à peu près 6 350 € par livret A. Donc si on avait effectivement permis à ce taux d'aller à 4,1 même plutôt que 3, ça fait à peu près 65 € en année pleine en plus pour l'épargnant. D'accord. Ouais. De l'autre côté, c'est 1,5 milliard de coûts supplémentaires pour les organismes HLM. Et donc, c'est des dizaines de milliers de logements sociaux qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas rénovés. Et c'est aussi un coût de ressources supplémentaires pour les banques. Et les banques vont nécessairement le répercuter à un moment ou à un autre dans vos taux de crédit immobilier, comme dans les taux qu'elles vont faire pour les PME, pour le financement de l'économie. D'où l'intérêt de bien comprendre effectivement ce dans quoi on investit et ce qu'on finance quand on place sur un livret réglementé ou un autre. Alors il n'y a pas que le livret A, un livret réglementé, il y a d'autres livrets également. Il y a le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, et le LEP. Alors le LEP qui est lui aussi assez ancien, mais qui revient sur le devant de la scène depuis plus récemment pour le coup. Tout à fait. Oui, le LEP, il date des années 80. 1980. Il a été conçu pour être, comme son nom l'indique, le livret d'épargne populaire. Bien sûr. Il est destiné aux ménages les plus modestes. On peut l'ouvrir et ensuite le détenir sous conditions de ressources. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. En gros, c'est, pour parler comme un statisticien, c'est à peu près de l'ordre du premier quintile de revenus. D'accord. Alors, lui, sa formule, c'est le taux d'inflation. C'est la moyenne du taux d'inflation des 6 mois précédents. Donc, il a vocation à protéger complètement le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Son taux était remonté à 6,1% en janvier dernier. Bien sûr. Ouais. La formule l'aurait fait baisser sous 6% en août. D'accord. Et là, à l'inverse du livret A, le gouverneur de la Banque de France, et ce qui a été validé par Bruno Le Maire, a proposé qu'on maintienne à 6% pour vraiment favoriser ce placement
parce que pour les ménages les plus modestes, ça fait une vraie différence. Et puis, avec un objectif, comme vous le disiez, peut-être d'amplifier sa notoriété et de susciter encore des questions et des ouvertures. Bien sûr. L'objectif affiché, c'est d'atteindre à peu près, c'est d'atteindre d'ici 12 mois 12 millions et demi de LEP. On est aujourd'hui à un peu moins de 10 millions. D'accord. Oui. Et sachant qu'on a déjà beaucoup progressé, puisque ça a été à peu près plus 3 millions entre 2022 et depuis début 2023. Même question que pour le livret A, qu'est-ce qu'on finance quand on investit sur un LEP ? La même chose. D'accord. Les règles de centralisation sont très proches de celles du livret A et du LDDS, qui pour le coup est le jumeau du livret A. Alors, vous l'avez mentionné, c'est sûr que le sujet de stratégie durable, stratégie responsable revient très régulièrement quand on veut placer son argent. Alors, effectivement, on sait que le livret A finance des logements sociaux ou autres. Est-ce qu'on pourrait imaginer un volet environnement, par exemple, sur un livret A ? Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur le sujet ? Est-ce que non, ce sera d'autres livrets éventuellement qui pourraient prendre ce rôle ? Alors, on a vu qu'effectivement, le succès de l'épargne réglementée, ça suscite régulièrement des tentations de création de nouveaux livrets à thème. Il y avait eu en son temps le livret Covid. On a entendu parler d'un livret climat jeune, avec même Bien sûr. quelque chose qu'il y a. Et puis, il y avait aussi un livret pour la défense nationale. Bon. Notre point de vue, c'est que la multiplication des livrets, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut mieux que l'allocation des fonds, et c'est le cas, puisse être revue. Ça, c'est tout à fait dans les attributs du Parlement, avec un axe renforcé. On peut décider que ce qui est donné aujourd'hui comme quota minimum pour la transition énergétique devrait être augmenté. Mais le problème, si vous... Avec des volumes qui augmentent également. Avec des volumes qui augmentent également. Donc ça pourrait effectivement faire sens. Mais... Exactement. Mais par contre, multiplier des livrets, c'est aussi ségréguer les fonds, les répartir. Et encore une fois, la caractéristique de ces livrets étant qu'elle est, pour l'épargnant, c'est liquide, ça veut dire aussi que pour les organismes qui le gèrent, que ce soit les banques, que ce soit la Caisse des dépôts, vous êtes obligé de garder un volant de liquidité. Bien sûr, oui. Vous ne pouvez pas investir 100% des sommes sur des projets à 30 ans, etc. Et donc, l'avantage, quand c'est un gros paquet, vous mutualisez. D'accord, oui, bien sûr. Fonds de garantie. Si vous segmentez des livrets, vous allez avoir in fine, au total, moins d'investissement dans ce que vous voulez, donc, ce que vous visez. Il vaut mieux se poser la question peut-être d'une évolution du livret A ou d'intégration effectivement d'investissements supplémentaires, des priorités, plutôt que d'ouvrir des nouveaux livrets qui viendraient diviser finalement les investissements. Absolument. Un mot peut-être pour finir, il nous reste très peu de temps, on l'a mentionné en début d'émission, donc le livret A au global dépasse les 400 milliards d'euros. Le livret A, c'est les particuliers, mais les associations aussi. Également, oui. Les associations peuvent ouvrir un livret A. Alors elles ont la proportion des associations, c'est entre 15 et 20 milliards suivant le collecte. Les particuliers restent quand même très grosse majorité des épargnants. Et les associations placent en fait leur trésorerie sur des livrets A, c'est ça ? Oui. Tout à fait. Pour aller chercher un peu de rendement et en même temps garder la liquidité. Voilà, elles sont revenues évidemment aussi assez fortement avec l'augmentation des taux au moment où les taux sont passés de quasi 0 à 3%. Merci beaucoup Marie-Laure Baru et Terrington de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la dernière partie de Smart Patrimoine, à savoir l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle allocation d'actifs construire ou conserver ou adapter pour la rentrée. Nous allons en parler avec Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Et bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Alors en cette rentrée, quelles sont les spécificités qu'il faut prendre en compte, que regarder pour construire son allocation d'actifs? Alors si vous me permettez, pour regarder ce qu'on va faire, c'est pas si mal de s'intéresser au passé, même si on a coutume de dire que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et c'est toujours le cas. Bien sûr. Oui. Néanmoins, regardons un peu ce qui s'est passé sur le premier semestre et finalement, on est assez à l'envers de ce qu'on pouvait attendre. On a finalement les mecs ont racheté les mêmes mauvaises idées qu'en 2021. Donc on a racheté de la tech, du luxe et puis le reste, pas tant que ça. Et donc on a des marchés actions qui sont pas mal montés sous l'effet toujours un peu de bulle
des indices, c'est-à-dire un peu déformé, parce que 41% du CAC, c'est le luxe. Bien sûr. Parce que cette valeur du S&P 500 font 25% des 700 valeurs en Bien sûr. Donc, à la fois les épargnants et les investisseurs sont un peu déformés par cet œil-là, et dans l'œil du CGP, vous me direz. Et donc, c'est à nous d'essayer d'y voir un peu plus clair pour la rentrée, en disant, est-ce qu'on rachète encore une fois ce qui s'est bien passé, ou est-ce qu'on regarde ce qui a été moins vu, moins utilisé pour la fin de l'année, dans un contexte de hausse des taux, et de hausse des taux qu'on attendait finalement fini quasiment Bien sûr, le semestre, et puis le week-end dernier, Jackson Hole nous apprend que ce ne sera pas complètement fini, on s'en doutait. Maintenant, on est à peu près sûr. Et puis, on a toujours cette espèce de bruissement sur une économie qui irait moins bien. On verra, ça fait 2 ans qu'on nous le dit, ils vont peut-être finir par avoir raison. Dans ce contexte-là, quelqu'un qui investit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que si je suis ce que vous nous dites, on commence à regarder peut-être ce qui a un peu moins performé, ou en tout cas ce qu'on a un peu moins regardé sur le premier semestre, mais il faut qu'on soit plusieurs à le regarder quand même, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient convaincues par... Oui, parce qu'avoir raison tout seul, ça ne fonctionne pas. Les volumes sont ainsi faits qu'il faut qu'on soit plusieurs à avoir raison. Néanmoins, il y a quand même un point qui me semble important dans l'année 2023, et qui va sans doute le demeurer avec des taux élevés, une inflation élevée, c'est que l'argent vaut quelque chose désormais, et donc on ne peut plus le cramer comme précédemment. Et donc, d'abord, la partie dividende peut avoir un impact sur la valeur de l'action. D'accord. Donc, regardez les sociétés qui génèrent des dividendes, qui proposent des dividendes intéressants. Je pense que oui, absolument, parce que ça peut d'abord contrebalancer une baisse de la valorisation d'une part, et puis ça peut apporter un complément de rendement par ailleurs. Si on a un rendement à 4-5% sur le dividende, déjà, on peut compléter, en tout cas compenser l'inflation. Et puis par ailleurs, effectivement, vous le disiez, le début de l'année, il était surprenant parce qu'on finalement on a acheté exactement la même chose qu'en 2021, alors que le contexte a incroyablement changé. Je pense qu'on a un peu oublié certaines valeurs, des values, des et surtout, on attendait une rotation sectorielle, et puis finalement, on est revenu exactement sur ce qu'on faisait, avant. Pour moi, on n'est plus dans le phénomène de croissance qu'on connaissait. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est toujours ce phénomène de taux qui change les choses. L'argent a de la valeur, avant, il n'en avait pas. Alors après, on a acheté la facilité. Est-ce que ça a duré ? Je ne sais pas. Mais si on ne veut pas acheter ce qui est le plus cher, est-ce qu'on peut regarder autre chose ? Et alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, on regarde forcément, quand on regarde une location, attention, la location qu'on va proposer, elle est sur une durée 8-10 ans. Bien sûr, oui. Toujours, alors on espère... On n'est pas là pour faire des coups, on est là pour placer et mettre en place... de l'argent avant. Bien sûr. Enfin, néanmoins, rappelons cela à ceux qui nous regardent. On est dans une stratégie patrimoniale. Voilà. Exactement. Ensuite, il faut avoir en tête que on peut bouger les allocations dans le temps. Premier point, il faut toujours avoir un petit bout de cash. D'accord. Désormais, le monétaire ou le fonds euro rapporte de l'argent, ce qui n'était pas le cas sur les dernières années, ce qui est désormais vraiment le cas. On voit des sociétés, des compagnies d'assurance qui offrent des très gros rendements sur des fonds euros, même à 100%. L'idée, c'est d'avoir 20%, je pense, en fonds euros ou en monétaire. D'accord. On met le curseur assez bas, on n'est pas trop prudent. Ensuite, on nous crachera dessus peut-être, mais en tout cas, les 20% sur des produits structurés, d'accord, bien choisis, avec des très grosses barrières de protection, avec donc très peu d'argent pour le CGP et beaucoup pour le client. Il est important, dans une période où on nous inquiète sur ce type de produit, de rappeler que si le client gagne plus, le client gagne plus que le CGP, ça passe. D'accord. Donc plutôt des modèles Phoenix qui rendent de l'argent régulièrement au client avec des très grosses protections sur des durées pas trop longues, 3-5 ans, en tout cas sur les indices pas plus de 10 ans. Et ça peut fonctionner parce qu'entre le fonds euro, le monétaire et les structurés, normalement le client va y gagner à peu près 4, si tout se passe bien, 4-5% par an, ça passe avec l'inflation aujourd'hui. Et puis, on aura 10% sur des fonds de gestion alternative pour tout le monde, c'est-à-dire pas une gestion long only. D'accord. Donc avec des biais, avec des deviers, etc. Là, on pourra trouver des fonds comme Eleva Absolute Return, qui fonctionne pas mal, qui a un gros biais action, mais qui fonctionne pas mal. BDL Rempart, donc il y a des années fantastiques, donc on est presque sûr qu'il y aura des années moins fantastiques, mais ça se regarde en tout cas. Et puis, en version obligataire, pourquoi pas des fonds comme DNCA Invest Alpha Bonds, qui fonctionnent pas si mal, ça donne des rendements aujourd'hui un peu moins importants que ce que j'ai évoqué précédemment, mais en tout cas, ça se regarde. Et très rapidement, pour les 60% restants ? Action. D'accord, oui. Action internationale, Carmignac Investissement, je sais, c'est pas le meilleur, mais il délivre depuis 20 ans, 30 ans, ça vaut le coup de le regarder. Il n'est pas 100% sur les actions US. Il peut trouver des pépites dans les actions chinoises, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut regarder. La santé, Global Healthcare ou d'autres. Et puis dans les fonds comparables à investissement Carmignac, comme GS Monde. Et puis pour la thématique dividende, Fidelity Global Dividende. On n'en parle pas beaucoup, il marche très bien. Pour les 30% d'actions européennes, très rapidement, Ginger Active 360, je sais que c'est pas un fonds action, mais enfin, il y a tellement d'actions qu'on peut quand même le considérer et ça fait partie des meilleurs gérants sur les 5 dernières années.
Axiom, European Banks Equity. Alors ok, c'est pas très à la mode parce qu'on a déjà gagné, mais continuons parce que les années taux et inflation, ça fonctionne. Et un fonds encore de JP Morgan, JPM Euroland Dynamics, qui délivre très très bien également depuis tellement longtemps qu'il faut le regarder. Merci beaucoup Géraldine Métifeux, associée gérante conseiller en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.